Tes premiers clients, comment est-ce que tu arrives à les acquérir? Est-ce que tu fais direct de la publicité, tu fais de la prospection? Enfin, c'est quoi le... Alors au début, moi Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple de bosser avec des entreprises que de vendre des choses à des particuliers. revendre une boîte avec du full remote, c'est pas pareil que de revendre une boîte avec des locaux. Tu penses? Ah, c'est certain. Tu sais qu'il y a une stat là-dessus, c'est je crois 80% des entrepreneurs qui revendent leur boîte finissent en dépression. En combien de temps je peux lancer mon agence de marketing après avoir regardé cette vidéo? Raisonnablement. Quelqu'un de ultra motivé demain. Sur l'année 2023, on a fait plus d'1 million d'euros, donc là c'était Ok, une belle, donc plus de x10 quoi. ouais, on a fait un x15 je crois. Et en fait, elle a divorcé... 60 jours après le début de l'accompagnement. Let's go. Salut Max, Hello Mouad. ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Salut Quentin. Yo yo, ça va va? moi? Ouais, ça pêche? va, merci. On est à Paris aujourd'hui. On est accueilli par Quentin. Bon, on l'invite quand même sur le sujet Ouais. du podcast. On avait fait un podcast ensemble à Dubaï. Yes. C'est super bien passé. Il n'y avait pas Maxime à ce moment-là. Non, il y avait Non, pas j'étais Maxime. content sur Dubaï. D'ailleurs, il faire, découvre ta nouvelle couple là. Tout le monde découvre ma nouvelle coupe, les éditeurs. Exactement. Genre ça va être un sujet. On va Je parler sais de- pas. On va peut-être faire des montages à des moments. Tu verras C'est la pas magie au sympa montage. ça, c'est pas sympa. On avait fait un épisode et beaucoup de personnes t'avaient dit de te lancer en plus dans les commentaires. C'est vrai. Lance-toi Quentin, je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il y a eu un petit podcast qui a été fait depuis Ok. avec des clients de l'agence justement. Ok. Et on est resté très timide pour le moment. Ça reste. Ok, donc non, t'as fait un deuxième aussi avec Théo. Ouais, effectivement, il y en a qui sont pas encore sortis, mais il y a Ok. eu quelques petites tentatives de création de contenu. Ouais. On démarre tranquillement. Ok, c'est cool. Je voulais parler un petit peu de... L'idée de ce podcast, c'est de le faire en deux parties, tu vois. C'est ce qu'on se disait juste avant. Une première partie où on va plutôt parler de toi, ce que tu fais. T'as une agence de marketing digital aujourd'hui. Mhm. Je sais que c'est un truc qui a été beaucoup à la mode à un moment donné, tu sais, Ouais. agence SMMA, etc. Grave. Et je trouve ça grave stylé d'avoir un peu un retour d'expérience de ta part, de comment toi t'as fait, de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, de peut-être les bonnes pratiques, donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans ça, tu vois. Dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, on vous mettra du coup une timeline dans l'épisode. On va plus parler de si aujourd'hui vous êtes infopreneur, si vous êtes coach, si vous avez besoin de services au sein d'une agence de marketing, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire de la VSL? Est-ce qu'il faut faire du Webi? Est-ce qu'il faut faire de l'organique? Faut tout faire. Il faut tout faire. On voit des stratégies de partout et on sait jamais sur quoi se lancer. Donc c'est cool d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un comme toi qui a accompagné plein de Yes. personnes. Plaisir. Je suis chaud que tu nous racontes... Juste avant ça, je te coupe, Mouad, t'as rien à dire à tes abonnés? De quoi? Ils mettent pas de story, ils ont plus de cadeaux, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Aïe, aïe, aïe. Non, on avait raconte-nous, expliqué. raconte-nous. On voit que t'es Faut le redire, on faut voit le que t'as- redire. C'est vrai, c'est l'animateur. Tu vois son côté. Il m'a dit non, aujourd'hui je suis pas animateur. Je Et suis tu vois, pas- tu vois le côté pas à animateur Paris. qui revient Tu là. vas prendre le contrôle. De force. Non, je vais le réexpliquer. Du coup, on l'avait dit sur un épisode. Nous, on fait toujours gagner 100 € chaque semaine. L'idée, elle est simple, c'est que durant l'épisode, on va te donner un mot-clé. Ce mot-clé-là, il faudra le mettre en commentaire. Non. Et aussi, Et aussi le poster en story Instagram en nous identifiant, en mettant un de vos passages préférés sur l'épisode. Et on tire en fait au hasard sur les stories. Parce qu'avant, sur les commentaires, c'était trop galère. Parce que des fois, on faisait un épisode. On tourne 3 épisodes des fois en une semaine. Après, on tourne un épisode. Enfin, c'est trop compliqué de gérer. Donc, on préfère le faire au moment où l'épisode sort. Comme ça, vous postez une petite story et c'est plus simple pour nous. ok. Mais Donc on tout- résume pour les abonnés. On va dire un mot-clé durant l'épisode. Ce mot-clé, il faut le mettre en commentaire. Il faut aussi le mettre en story en identifiant les deux frères podcast. C'est ça. Et Mouad aura le plaisir d'offrir 100 € à la personne qui le fera. Exactement. Enfin, les deux frères auront le plaisir. Quelle générosité. Exactement. Vas-y, je suis chaud que tu nous racontes comment t'en es venu à ouvrir une agence de marketing, sachant que de base, tu faisais des études en finance. Ouais, après on en a quand même déjà pas mal parlé dans le dernier podcast, donc on va peut-être pas refaire un petit peu Ouais. tout le parcours, mais ouais, grossièrement c'est ça. Moi j'ai fait une école de commerce spécialisée dans la finance. Je découvre le marketing digital via les formations lors d'un stage pendant mes études. Ok. C'était en 2015 aux États-Unis. Et je commence à m'intéresser à ça, je commence à acheter des premières formations, à m'intéresser au marketing, au dev perso, au mindset. Ok. Et fin de mes études, 2018, je me lance en indépendant. Si on vulgarise, c'est quoi la mission principale d'une agence de marketing digital? Par exemple, tu t'adresses à une grand-mère, tu lui dis marketing digital, elle va certainement pas comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est quoi Ouais. ta mission principale en fait? En fait, déjà, ça dépend, parce que des agences de marketing digital, tu as des agences j'en sais rien, de création de contenu, de publicité, de community management. Donc de déjà, il y a stratégie. différentes... Ouais, ça va dépendre ok. de ce que tu fais, mais grossièrement, quand tu fais du marketing, ton but c'est de te rendre visible et de trouver des clients, hein, grossièrement. Ok. Donc si je dois expliquer ça à une grand-mère, marketing digital, c'est du marketing classique, donc te rendre visible et trouver des clients, mais en ligne. Ok. Donc Et principalement sur les réseaux sociaux
Et, Sur Internet, quoi. Ouais, sur Internet, tout simplement. Quoi. Et qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans une agence de marketing digital à ce moment-là? En vrai, c'est l'opportunité. Enfin, c'est la possibilité d'être à ton compte, d'être libre, tu vois, de travailler pour toi, et puis d'avoir une liberté qui est géographique aussi. Okay. Même si je suis pas un grand voyageur, tu vois, de te dire que tu peux. Enfin, tu vois, nos métiers, on peut les exercer n'importe où dans le monde. Donc ça a été forcément un truc qui a fait que j'ai été intéressé par l'opportunité. Et puis après, l'idée, c'était la pub. Moi, ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais à New York et que j'ai découvert le marketing digital, alors j'étais en finance, mais dans une boîte de pub. Donc je voyais un petit peu ce que c'est, tu vois. Donc j'ai toujours été intéressé par ça. Et donc voilà, c'est comme je te dis, l'opportunité, les formations, ça avait l'air intéressant. Et donc ouais, c'est la voie que j'ai choisie au démarrage. Ça fait combien de temps là maintenant que tu es 2018, donc là on est en 2024, ça va faire 6 ans à la fin de l'année là. Ok. Et comment ça se passe dès le moment où tu commences, donc tu découvres cette opportunité là, tu te formes direct sur le Ouais, bah bien sûr, je pense que la base pour n'importe qui veut se lancer dans n'importe quoi, c'est de se former, acquérir des compétences qui vont que derrière tu vas pouvoir monétiser en fait, c'est un peu ça. Okay. Tu vois, le marketing, le fait d'avoir une agence, c'est que tu vends du service. Donc pour vendre du service, il faut avoir une compétence ou une expertise à vendre. Donc moi à la base c'était la publicité en ligne principalement sur Meta, sur Facebook. Puis les tunnels de vente, le copywriting, les funnels, puis tout ce qu'on voit aujourd'hui, on en parlera peut-être après, tu vois, les stratégies de webinaire, de VSL, d'acquisition de prospects et de conversion en client. Quoi. Okay. À partir de combien de temps tu as senti que tu étais un expert sur le sujet? Je sais pas si je suis encore un vrai expert. Très humble, je savais que tu peux le dire. Tu peux le dire. Non, bah en vrai, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas te dire. Bah après, il y a un moment où tu vois le syndrome de l'imposteur, il disparaît quand tu as des résultats avec tes clients. C'est sûr. Donc quand tu fais des gros résultats, tu te dis ça y est. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est sympa. Tu vois, genre un des plus beaux, enfin un des gros lancements qu'on avait fait avec un client. Je sais pas, c'était en fin 2021, où on avait fait, sans aller dans les détails, mais on avait fait avec un infopreneur sur un lancement au Black Friday. On avait fait 120 000 euros. Et je me souviens qu'on avait quelques mois après arrêté la mission et le mec il m'avait dit je suis pas sûr que vous soyez un excellent copywriter. Et donc tu vas te dire, non mais pour te dire potentiellement tu as l'impression que tu es expert, il y en a qui vont te dire que t'es pas nécessairement excellent, mais bon ça suffit pour commencer à faire du cash. En combien de temps vous avez fait 120 000 euros? C'était sur un lancement au Black Friday, donc tu vois sur un week-end, sur 3 jours, tu as une semaine de... tu vois ça c'était un lancement orchestré, en mode de lancement orchestré, donc tu fais... une vidéo, donc tu communiques sur là c'était une base email, on n'avait pas fait d'ads, il avait une grosse base email, 40 000 personnes, donc pendant une semaine on fait des emails, on envoie des vidéos et c'est genre un challenge mais enregistré, tu vois. Parce que ce que tu vois beaucoup aujourd'hui, les challenges, qui est un webinaire ou un web event sur plusieurs jours, le lancement orchestré qui était très à la mode il y a plusieurs années, plus à l'époque des blogs où tu faisais du croissement d'audience avec d'autres infopreneurs et tu faisais quelques lancements par an, donc ouais c'était ça, plusieurs vidéos, beaucoup d'emails. Tu vois, je sais pas, sur 10-15 jours, tu as entre 20 et 30 emails, je pense. Ah ouais, quand même. Et 5 vidéos sur une semaine avec la fin un pitch de vente quoi, pour la formation. Ok. Et comment ça se passe du coup dès que tu démarres? Donc tu te formes et après tes premiers clients, comment est-ce que tu arrives à les acquérir? Est-ce que tu fais direct de la publicité? Tu fais de la prospection? Enfin, c'est quoi le... Ouais. Alors au début, moi j'ai très peu prospecté. Aujourd'hui, je le fais pour l'agence avec des funnels, tu vois. Donc c'est pour moi, c'est un bon moyen de conversion parce que derrière, je vais vendre aux clients le parcours par lequel ils sont passés pour devenir clients chez moi. Mais au début, très peu de prospection. Moi, j'étais sur les plateformes de freelance, genre Malte, principalement, qui m'a amené au début pas mal de missions. Et puis après, au début, le réseau, c'est l'entourage. Moi, j'ai vachement essayé de faire un petit réseau, de me mettre en partenariat. Au début, j'étais freelance et du coup, je bossais pas mal avec des agences qui sous-traitaient du taf avec moi. Donc voilà, et puis après petit à petit les résultats, les gens parlent, les plateformes, t'es de mieux en mieux référencé. Tu vois, là je regardais mon compte Malte il y a quelques jours, donc je facture évidemment pas toutes mes missions sur la plateforme, mais je crois que j'ai une soixantaine de missions sur Malte. Donc tu vois, en 6 ans ça fait 10 missions par année. T'as des missions qui vont durer mais une par mois, mais en vrai t'as des missions qui vont durer des mois, plusieurs mois. Ça débouche sur des collabs long terme aussi. Exactement, ouais. Donc il y a pas mal de clients avec qui je travaille pendant longtemps. Il y en a avec qui là ça fait 2 ans que je travaille. Ils m'ont contacté sur Malte. Donc ouais, comme ça que j'ai fait l'acquisition des premiers clients. Ok, et c'est quoi un petit peu pour les personnes qui se posent la question là, le but c'est aussi les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au business model de l'agence de marketing, tu vois.
C'est quoi un peu les avantages et inconvénients que tu peux voir dans ce business model-là? Je pense que tous les avantages d'un business en ligne, comme on disait, tu peux bosser un peu de n'importe où quand tu veux. T'as pas de patron, mais tu bosses avec des clients, tu vois. Donc t'as quand même, bon, c'est pas ton patron, ton client, mais moi je vois plus ça en mode collaboration, tu vois. Plutôt que travailler pour des gens, on travaille avec. Donc la liberté, c'est nécessairement l'avantage. Et puis l'inconvénient, après c'est comme tous les métiers où tu vends ton temps, tu vends ton expertise. Il faut que tu sois impliqué, il faut que tu sois disponible, il faut que tu sois flexible avec les clients. Donc tu vends du service, donc le client est roi, il faut sans dire que les clients sont les inconvénients, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu lances ton agence de marketing, il y a des grosses barrières à l'entrée, c'est-à-dire que ça nécessite un gros investissement. Zéro. En termes d'argent. Zéro. Okay. T'as besoin de rien. Tu es sur les plateformes. Après, quelques euros, tu vois. Si tu veux, tu t'achètes un nom de domaine, tu te fais un petit site internet. Et après, tu as quelques abonnements sur des logiciels, mais ça te coûte que dalle. En vrai, ça coûte beaucoup moins cher qu'un fonds de commerce, quoi. Bien sûr, c'est même pas comparable. Et je pense littéralement que tu peux te lancer avec zéro, tu vois. Avec 20 balles, tu achètes un nom de domaine et un hébergement, tu te fais un site sur des plateformes gratuites. Et encore, tu n'as même pas besoin de site, tu vas sur Instagram. C'est ça. Tu as vraiment zéro barrière. La barrière, c'est la formation, quoi, tes compétences. C'est ça. Et encore, aujourd'hui, tu vois, il y a de plus en plus d'agences qui se montent avec des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui sont des commerciaux, tu vois, qui vont eux faire juste le taf d'aller chercher des clients qui ont bien compris les grandes lignes de vente de la presta marketing. Donc tu vends comme on a dit, du montage ou de la stratégie, de l'ads, du copywriting, peu importe. Une fois que tu as compris le principe, t'es pas obligé d'être expert t'es pas obligé d'être un expert en copywriting pour vendre du copywriting. Donc moi je vends mon expertise et j'ai une petite équipe, mais potentiellement tu peux vendre l'expertise de ton équipe. Donc tu vois, tu peux aussi juste aller chercher des clients, faire signer des contrats et faire délivrer par une équipe. Ouais. Ok. Donc si, tu as quand même une compétence, ça va être la vente et le management, quoi. Mais en fait, c'est ça, tu n'as même pas besoin de... Tu sais, on parle de fonds, tu parlais d'un site web, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, si tu as juste une belle offre et que tu sais à qui t'adresser par rapport à cette offre-là, juste en faisant de la prospection ou même des love letters. Je sais pas si tu connais le concept des love letters. En gros, c'est un concept aux US où en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils personnalisent énormément le contenu. Prospection super personnalisée. En gros, c'est ce que je comprends, c'est qu'en B2C, tu peux faire beaucoup de volume sans que ce soit très personnalisé, mais en B2B, il vaut mieux faire beaucoup moins de volume, mais un truc ultra personnalisé. Par exemple, là, si quelqu'un veut me prospecter sur une offre, et qu'il a regardé mes 3 derniers podcasts et qui me dit grave débat, le débat avec Abder, et d'ailleurs moi aussi je pense pareil par rapport à ça, et j'ai vu que tu avais une école de closing à côté machin, et à la fin qui me dit par contre je suis en train de voir que vos réels en ce moment ils font moins de vues ou le truc il est ultra personnalisé. Ouais, je vois. Et en fait t'as juste besoin d'une belle offre avec une belle garantie où le mec il prend aucun risque, et en fait limite tu peux te lancer comme ça. Dans ces métiers t'as pas besoin de grand chose, hein. Je pense t'as besoin de détermination et d'être aussi bon dans ce que tu fais pour avoir... Moi sur les avantages je t'ai posé la question, c'est quoi un peu les avantages inconvénients? Je pense aussi en avantage t'as le fait que t'as du revenu récurrent. Mais pour ça il faut être un expert et que les gens soient satisfaits de ton service, parce que sinon ils restent pas. Mais si les gens sont satisfaits de ton service et que tu proposes une presta, tu peux savoir que par exemple tu as 10 clients qui vont te faire ton chiffre d'affaires en fait à l'année. Il faut juste les garder et qu'ils soient satisfaits tout le temps, et en plus avec le bouche à oreille ils vont te faire des passes, etc. décisives. Ouais, c'est vrai que la récurrence c'est un bon business model. C'est confortable. Et puis c'est aussi un truc que tu peux revendre en vrai. Et puis très important aussi le fait que tu travailles avec des entreprises. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple de bosser avec des entreprises que de vendre des choses à des particuliers. Ça dépend en fait de la niche, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de quitter aussi. Mais moi, par exemple, je pense que je suis quelqu'un qui vendrait mieux à des entreprises qu'à des particuliers. Parce que tu attires souvent des personnes qui te ressemblent. D'ailleurs, ça c'est ouf parce que t'es le premier qui m'avait dit ça. Et j'y croyais pas, tu vois. Je te disais, mais non, tu peux très bien être... moi, tu vois, je suis rebeu, j'ai... T'attires quoi alors? J'attire que des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont quasiment le même âge que moi, qui ont les mêmes origines que moi, qui ont la même situation que moi. Parce que les gens se projettent, tu vois. Nous, le marketing en ligne, tu vends beaucoup du lifestyle. Donc les gens se reconnaissent en toi, et plus les gens te ressemblent, plus on a l'impression que c'est accessible, quoi. C'est ça. Demain, tu veux faire de l'e-commerce, par exemple, tu peux avoir 2 mecs qui parlent à peu près de la même chose, mais un mec qui te ressemble le plus parce qu'il habite pas loin de chez toi, qui a à peu près le même âge que toi, les mêmes valeurs que toi.
bah, tu vas acheter sa formation à lui parce qu'il te ressemble. Tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde aussi. Exactement. Il n'y a jamais quelqu'un qui pourra prendre l'intégralité du marché. Exactement. Après, le sujet qui vient après, c'est que du coup, quand tu vends de la presta, mine de rien, tu as quand même ton temps qui est à un moment donné corrélé à tes résultats et à ton chiffre. Et il faut se mettre à processiser, à recruter, etc. Toi, comment tu gères cette partie un peu Moi, je suis pas bon là-dedans. T'as une petite équipe. Ouais, ça commence, mais là, j'aurais pas. Là, autant, je veux bien donner des conseils sur les sujets où je me parais expert. Je pense clairement pas être un expert du recrutement et du management encore. Donc, de la même manière, tu vois que potentiellement des clients m'ont trouvé. Moi, quand j'ai cherché des prestats, je suis allé sur Malte. Ok. Donc Malte et le réseau, tu vois, nous on a des agences, enfin tu vois, nous on est partenaires sur plusieurs projets, on bosse avec d'autres agences partenaires sur d'autres sujets. Bah tu vas voir les copains, tu vas voir les entreprises avec qui tu as déjà bossé pour trouver des profils qualifiés, quoi. Donc ouais, après comme je te dis, moi j'ai une petite équipe et ça reste le démarrage là-dessus. J'ai peu d'expérience sur le recrutement et puis recruter, tu vois, un prestat qui va faire du ponctuel et un CDI, je pense que c'est clairement pas pareil. Tu constates un petit peu une moyenne d'âge dans le marketing digital ou pas du tout? Bon, c'est quand même relativement jeune. Ouais, on est d'accord. On est sur de la vingtaine? Ouais. Pas plus, quand même trentaine, je pense quarantaine max. Ouais, entre 20 jusqu'à 40 ans. Après, on va dire que tu as une première génération même des infopreneurs, hein, tu vois, qui sont arrivés entre 2005 et 2015, qui aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus la trentaine, la quarantaine, voire plus. Mais ça reste un milieu très jeune, tu vois. C'est beaucoup autour des réseaux sociaux, donc c'est plus jeune. Ok. Donc ouais, quand même. Puis tu les vois, hein, tous les petits jeunes comme vous, hein, qui sont en ligne, qui sont indépendants, qui gagnent de l'argent en ligne. Ça fait rêver tout le monde, donc forcément, ouais, c'est très jeune. Ouais. Puis d'ailleurs, tu dis ça, mais tu dis j'ai une petite équipe, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toi, ce que tu fais, c'est plus un travail artisanal, en vérité. Tu sais, tu as beaucoup de grosses agences, sans citer de nom, qui vont faire des millions et des millions, qui vont avoir des équipes de 50, 100 collaborateurs, etc. En fait, c'est tellement processisé qu'à la fin... tu rentres, t'as un Notion, t'as un truc, tu complètes et en fait c'est... Bah ouais, alors je pense qu'il y a du bon et il y a du moins bon aussi, tu vois. Si ton but, ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est monter une grosse boîte, t'as pas le choix. Bien sûr. Et tu peux en vrai garder parce que souvent on va dire ça, c'est que plus tu vas grossir ta boîte, ou plus tu vas baisser ta qualité de service. C'est pas toujours le cas, tu vois, justement. Je pense que les boîtes qui survivent, c'est les boîtes qui arrivent à maintenir une qualité de service exceptionnelle tout en... Il y a quand même un sacrifice à faire à un moment donné, je pense. T'as un sacrifice, toi, en tant que fondateur, je pense, à gérer... Non, en tant que client, je trouve. Côté client, est-ce que tu préfères avoir une agence de marketing où ils sont 5 dans la boîte, le mec, il va passer du temps, il va, tu vois, te délivrer un truc artisanal, il va vraiment prendre le temps de comprendre ton avatar et tout, ou une boîte où le mec, ok, c'est super connu, il fait beaucoup de vues sur LinkedIn, mais une fois que tu vas rentrer, en fait, tout est processisé, t'as très peu d'échanges avec le... Je pense qu'il y a de l'entre-deux, tu vois. Effectivement, peut-être que t'as des mecs qui vont être très connus, très visibles, et où ce sera mal géré, et t'as des gens qui sont très connus, très visibles, où ce sera très très bien géré aussi, tu vois. Donc tu penses que c'est possible de faire beaucoup de volume et de garder la même qualité que si t'avais très peu de volume? Ouais, bah en fait, je pense que les énormes groupes justement publicitaires ne se seraient pas développés autant si c'était pas le cas, tu vois. Okay. Je pense à Havas, à Publicis, si la qualité de service... Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes boîtes qui leur prennent des contrats, mais s'ils étaient pas bons, les clients, ils veulent gagner de l'argent, hein, donc si tu bosses avec une boîte, même si elle est énorme et qu'elle a un super nom, si t'es pas content, tu t'en vas, donc si les gens restent, c'est que ça fonctionne. Et c'est qu'ils sont super bons en process aussi. Ouais, en process, et puis après, regarde, tu dis... exactement. Tu dis, est-ce que le client il a préféré bosser avec une équipe de 5 personnes ou une énorme boîte? Mais ça dépend. Est-ce que dans l'énorme boîte, il va pas bosser, une boîte qui a 1000 salariés, il va pas bosser avec 1000 salariés? Peut-être qu'il va bosser avec une équipe de 5. Et sauf qu'ils ont 500, ou 100, 200 équipes de 5. C'est vrai. Et donc, ils ont beaucoup plus de benchmark. Ils ont potentiellement beaucoup plus d'expertise aussi. Hein. Plus tu as des profils dans une boîte, plus tu as de chances d'avoir des gens qui sont plus solides. Okay. Donc, ouais, je pense qu'il y a les deux, tu vois. C'est pas noir ou blanc, c'est pas parce que tu grossis que tu perds en qualité de service. C'est pas parce que tu es une petite boîte que tu es meilleur aussi. Okay. Et justement, une question en amène une autre. Est-ce que tu penses que pour toi, ce serait possible de continuer à croître sans recruter de salariés et avoir que des freelances à tes côtés? Ouais. Je pense que c'est possible. Ouais. Je pense que c'est un autre challenge de management, tu vois. Mais ouais, on en voit pas mal de boîtes qui se développent en full remote et ça a l'air de fonctionner. Donc ouais, je pense. Mais c'est-à-dire que full remote, ok, mais ces personnes-là sont quand même freelance? Ouais. Alors
Bah, alors là, je Moi, sais moi, pas, ça j'ai me peut-être paraît pas compliqué, moi. Moi, je pense que ça existe. Je pense que c'est Si, possible. si, Et t'as si. plein de boîtes qui préfèrent faire ça parce que tu vas partir du principe que le freelance, il est indépendant, donc il sera plus investi que un mec qui est salarié, qui, quoi qu'il arrive, à la sécurité et sera payé à la fin du mois. C'est ça. Donc je pense que bon, en France, je pense qu'en vrai il faut faire attention parce que si t'as Ouais. que des freelances, ça peut être un peu du salarié caché, tu vois, Ouais. donc tu peux peut-être avoir des petits soucis. Mais je pense que ça se fait, tu vois. Ouais. En fait, je pense à un moment donné, ce qui compte, c'est déjà le revenu. Ça, c'est un truc qui est important pour les personnes avec qui tu bosses. Et après, c'est aussi beaucoup ce côté culture et vision. Est-ce que tu leur vends derrière, tu vois le mec CDI ou freelance, c'est juste une formalité. Et ça dépend aussi est-ce que ça matche avec ses objectifs. T'as des profils qui vont préférer, tu vas être salarié, CDI, pour avoir une sécurité, pour pouvoir plus facilement peut-être lever de l'argent, faire un crédit, enfin, tu vois, avoir une retraite, etc. Et t'as des profils qui vont préférer gagner plus d'argent parce qu'il y aura moins de charges, dont je fais partie, tu vois. Donc ouais, ça dépend des profils que tu recrutes et de leurs attentes, ça dépend de plein de choses. Mais ouais, je pense que c'est grave possible. Ok. Et toi, c'est quoi ta vision du coup, Quentin, sur cette agence de marketing parce que c'est quand même un business model que tu peux vendre. Ça, je trouve que c'est un gros avantage par rapport à d'autres business models où on prenait l'exemple on en parlait la dernière fois de ton père, qui je trouve une belle success story dans l'entrepreneuriat où en soi, bon, c'est un business model qui est différent, mais ça reste quand même pareil dans le sens où c'est des très process similaire, hein, c'est du service. et qui à la fin revend, tu vois, sa boîte. Chose que tu peux pas faire quand t'as d'autres business models comme l'infoprenariat où c'est très compliqué, tu vois. Ça se fait, mais c'est compliqué, je pense. Parce que et puis, tu vois, où on parle de salariés et CDI, je pense que revendre une boîte avec du full remote, c'est pas pareil que de revendre une boîte avec des locaux. Tu penses Ah, ça, c'est certain. Je pense. Ok. Je pense que ça fait peur à l'investisseur, enfin au mec qui rachète ton entreprise, de se dire que les gens ils sont éclatés partout en France ou partout dans le monde. C'est vrai. Après, ça aussi, dépend ouais. les profils de personnes qui rachètent, tu vois. Mais je pense que c'est évident sur le papier, même quand tu fais de la valorisation de société, que si tu as des bureaux, des gens qui viennent tous les jours, des process bien cadrés, ça se valorise beaucoup plus qu'une boîte qui est en full remote, quoi. Ok. Enfin, c'est mon hypothèse. Ok. Genre, Non, mais je sais pas ça si- se tient, ça se tient. Et toi, du coup, ta vision, c'est quoi? Tu penses continuer à faire ça? Ouais, Tu penses en vrai, revendre moi à je un me moment plais, là-dedans. Je me mets pas, tu vois, de vision en mode dans 5 ans, il faut que je vende tel truc. Moi, je suis dans un. Aujourd'hui, ma boîte, elle est pas valorisable parce que je suis le seul, comment dire. Je suis le seul, et je suis pas salarié non plus, tu vois, je suis le seul personne dedans. Je crois que des agences, tu les valorises sur ton EBE, tu vois, mais le BE, si c'est ce que tu sers en dividende, c'est pas valorisable, tu vois. Ok. Donc ouais, en vrai, oui, l'ambition, ce serait de pouvoir faire ça. Je me mets pas nécessairement de goal là-dessus. Mais si je continue mon petit bonhomme de chemin comme c'est parti, et que je continue, que je recrute et que je monte des process, si j'ai une offre d'achat, j'y songerai, quoi. J'étudierai. D'ailleurs, je t'avais posé la question hier, c'est hyper intéressant. Toi, tu penses à combien, à partir de combien je te pose la question à toi aussi, Maxime, à partir de combien d'argent tu mets la clé sous la porte, hein, tu te dis, ok, c'est bon là. Si j'ai une entreprise qui tourne. Ouais, à partir de quelle offre d'achat Par contre, la condition, c'est que tu n'as plus jamais le droit de travailler de ta vie. Ah ouais. Ok. Ou alors, tu peux bosser, mais tu gagneras pas d'argent, juste pour t'occuper. Mais je pense que rien que cette question, elle est faussée parce que tu te bases sur ta situation de maintenant. Ouais, Alors c'est qu'en ça. fait, quand demain, tu fais un exit à 10 millions et t'as pas la même vie, t'as plus les mêmes envies, t'as peut-être même pas les mêmes conditions ou le train de vie, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas te dire, ouais, je gagne 10, bon, bah, je place tout. Si je fais 10% C'est par ça, an, ouais, je ouais. peux gagner 1 million, c'est OK. Mais sauf que on sait pas aussi qu'est-ce que ça vaudra 1 million dans 20 ans. C'est vrai. Peut-être que dans 20 ans, 1 million, tu pourras rien faire avec, tu vois. C'est vrai. Donc c'est un peu que c'est compliqué comme question, tu vois. Et puis de te dire, est-ce que bon, vous êtes encore plus jeune, est-ce que tu vas pas travailler pendant 60 ans de ta vie Ah, c'est vrai que tu t'ennuies vite. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Tu sais qu'il y a une stat là-dessus, c'est je crois 80% des entrepreneurs qui revendent leur boîte Ouais. finissent en dépression. Bah oui. Parce que en Parce que fait, tu te fais chier. parce que c'est ça, t'as grave l'habitude. Genre, je parlais avec un ami qui avait revendu, etc., qui était toujours devenu libre. Il passait sa journée à Bali à se faire masser, à manger dans des beaux restaurants. Enfin, une vie de roi, tu vois. Et il disait au bout d'1 mois, 2 mois, il était en dépression parce que tous ses potes, ils avaient des projets, ils avançaient. Et c'est vrai que tu t'ennuies, tu vois. Même moi, quand je suis en vacances, j'arrive pas à. Et en fait, tu fais des trucs. Quand c'est trop long, ouais. T'as pas l'impression de travailler, en fait. T'as vraiment l'impression d'avancer. Ouais, ça dépend ce que tu fais aussi, tu vois. La condition, c'est pas plus travailler, tu vois, c'est juste aimer ce que tu fais. Faire ce que tu kiffes. Tu sais, je vois des mecs qui passent. Tu
sais, qui vont, par exemple, non, là on fait un podcast, en vrai on discute, mine de rien c'est aussi du taf, pourtant on n'a pas l'impression que c'est le cas. Et moi si tu me dis ton taf c'est de faire un podcast toutes les semaines avec des gens qui sont kiffants, qui partagent de la valeur, d'avoir Ouais, des retours. c'est pas une contrainte quoi. Ouais, C'est pas un fardeau, c'est ok de le faire toute ta vie. Carrément. Ouais. Super intéressant, je pense qu'on peut basculer sur la deuxième partie. Est-ce que tu voyais peut-être d'autres questions, Maxime, ou peut-être finir sur une question ouverte. Est-ce que tu aurais un conseil ou un truc Ouais, moi c'était plus pour les débutants qui peuvent nous écouter. En combien de temps je découvre le podcast, je découvre Quentin, en combien de temps je peux lancer mon agence de marketing après avoir regardé cette vidéo raisonnablement? Ça dépend de toi. Hein. Si tu vois, on Quelqu'un disait en de vrai déterminé, quelqu'un de motivé. quelqu'un de ultra motivé demain. Ok. Franchement, C'est-à-dire, il l'ouvre demain, il commence à se former sur le tas. Et, ce soir, tu ouvres un bouquin, tu regardes des vidéos en ligne, tu commences à te former. En fait, si tu es sérieux, je pense qu'en quelques jours, tu peux amasser suffisamment de connaissances pour savoir de quoi tu parles, tu vois. Et après, si tu es déter, tu prends ton téléphone, tu vas dans la rue, tu vas faire du porte-à-porte. Enfin, si tu es vraiment déter, on en parlait en plus hier. Bien sûr, tu vraiment être business, déterminé, mais c'est un skill, tu vois. Ce qu'on disait justement, il y a je disais l'hypothèse de t'as 10% des gens qui vont dire qu'ils sont déter. Et la vérité, c'est que c'était 10%, t'en as vraiment que 10%, donc c'est 10% de 10%. Parce que être déter, ce que nous on va appeler être déter en entrepreneuriat, c'est les gens qui font toute la différence et qui vont toujours avancer, tu vois, qui vont jamais avoir la flemme. Et si t'as vraiment ce profil-là, t'envoies à des gens qui sont salariés, qui sont hyper motivés, qui sont hyper consciencieux. Tu te dis putain, mais si t'étais aussi impliqué dans l'entrepreneuriat, ça peut que cartonner quoi. Donc je pense qu'il y a pas de. Si t'es ultra motivé et que de toute façon, je pense qu'il faut se confronter vite au terrain pour aussi te challenger et puis savoir un petit peu si ce que t'as appris c'est cohérent et ce que tu maîtrises. Donc tu peux très vite te lancer et puis en fait tu te développes sur le tard, tu vois. Et après, si t'es un profil un peu plus moins risqué, tu prends le temps, tu te formes, t'achètes des bouquins, t'achètes des formations, tu participes à des événements, tu commences à travailler gratuitement. Moi j'ai fait ça au début, histoire de se donner confiance. Et d'avoir des avis aussi. D'avoir des avis et puis de te tester un peu, tu vois. Mais en moins de 6 mois, même si t'es pas déter, il se passe quelque chose. Résultats Et d'ailleurs, je pensais à une question, c'est est-ce que tu as pris un virage, et je pense avoir la réponse. Est-ce que tu as pris un virage à un moment donné dans ton agence de marketing, une décision ou un virage qui, selon toi, aujourd'hui fait la différence? Ouais, moi j'ai fait un virage, on le sait, hein, ça a été corrélé un peu à notre rencontre aussi. Mais moi, je pensais pas du tout à ça. C'était je pense que de l'année début 2022, c'est l'année où je me suis dit, vas-y, au lieu de prendre n'importe quel client, que ce soit des e-com, des business locaux, des startups, des infopreneurs, je bosse que avec des créateurs de contenu, des infopreneurs, des coachs, des formateurs, des créateurs. C'était au moment où on s'est rencontrés, ça? C'était dans l'année, tu vois. Je pense que entre 2018 et 2021, j'ai pris un peu tout ce qui passait. Ok. Et à partir de fin 2021, j'ai fait presque que alors j'ai gardé d'autres trucs, tu vois, mais presque que du coaching, infoprenariat, formation. Tu t'es vraiment niché, quoi. Ouais. Et puis ça en fait fait la diff. Ça a fait la diff parce que je pense que tu peux standardiser tes services sans que ce soit vraiment du standard, tu vois, mais tu vends toujours la même chose. Donc j'ai n'importe quoi, tu vois, t'engages, tu t'onboardes 2 clients ou 3 clients sur un mois, t'en as un, c'est un business physique, c'est un salon de bien-être ou un restaurant à Paris. L'autre, c'est une start-up dans la santé. Et le troisième, j'en sais rien, c'est un e-commerce ou un infopreneur. Tu n'as pas du tout. Tu as toujours les mêmes stratégies dans le marketing digital, mais tu vois, tu as ces 3 business models différents, c'est peut-être 3 manières d'acquérir du prospect, 3 manières de convertir. Alors que si tu fais que des restaurants ou que des startups, tu as des récurrences, tu as des habitudes, tu as des best practices que tu peux appliquer plus facilement, plus rapidement et développer tes process aussi. Donc ça a été bénéfice. Et aussi, moi, de changer mon modèle de facturation, d'être, au lieu d'être que sur du forfait et de l'accompagnement, de faire de plus en plus de variables. Donc ça peut être aussi risqué. C'est que il faut être bon, faut être certain de ce que tu peux apporter pour faire ça. Mais c'est exponentiel, quoi. Parce qu'après, si tu touches un variable sur le chiffre d'affaires ou sur le profit de ton client, là, tu es vraiment incentivé à la hauteur de tes efforts, quoi. Ça montre aussi que tu as confiance en toi. Et est-ce que tu serais OK de nous partager, par exemple, ta plus belle réussite dans ton agence marketing? En client? Ah ouais, en client. Je pense que c'est des clients que vous connaissez. Alors, pour moi, c'est vraiment une des plus belles réussites parce que j'ai bossé avec pas mal de boîtes qui faisaient beaucoup d'argent.
Mais pour le coup, t'es pas un numéro. Mais là, quand t'arrives et que t'es une agence marketing qui pour gérer les ads, déjà t'es une agence parmi plusieurs parce que c'est des grosses boîtes qui vont dépenser, tu vois, genre, tu dépenses plus de 100 000 euros par mois en ads, ça commence à devenir du gros business, tu vois. Et donc là, moi j'ai bossé avec des boîtes qui faisaient près d'1 million par mois, mais je peux pas dire que c'est moi qui suis responsable des résultats, tu vois. Alors que des clients que j'ai pris, des infopreneurs fin 2022 avec qui on a tous les trois bossé, tu vois. Que j'ai pris qui faisait 100 000 euros par an, et sur l'année 2023 on a fait plus d'1 million d'euros, donc là c'était une belle, donc plus de x10 quoi. On a fait un x15 je crois. On va rester un petit peu sur les résultats pour pas tout donner, mais exactement. Et non, moi je pense aussi à Jennifer. Ouais. En fait, t'as deux types de réussite. T'as la réussite de la personne qui quand même gagnait un peu d'argent, et tu vois. Mais t'as aussi la réussite de la personne qui en fait était à quasi zéro et qui en fait passe à 30-40 000 de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, ça, en plus de la perf business, où t'es en mode ok, les chiffres sont bons, il y a la perf humaine, je trouve. Ouais. Où la personne. D'ailleurs, on va pas donner son nom ou ce qu'elle fait pour la garder anonyme. Mais est-ce que tu peux raconter la story de ouf qui s'est passée avec elle? Quand on était ensemble, après, elle nous avait appelé après une conférence en ligne pour nous raconter une. Je suis chaud que tu la racontes. Non, justement, j'ai envie de. Je vois pas de quelle anecdote, parce qu'il y a eu tellement de dingueries. Elle a fait un changement de vie considérable après avoir fait des gros chiffres. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on bosse ensemble sur ce projet-là. Toi, tu gères le plus gros de la partie. On l'accompagne, etc. Et en fait, elle faisait plusieurs trucs. Et souvent, et d'ailleurs, ça va faire la bonne transition. Tu sais quoi, je vais le dire là. Là, on passe à la partie 2. On va plus parler justement d'infoprenariat et comment toi, aujourd'hui, t'aides les personnes à scaler. En gros, souvent, les personnes sont pas très claires dans ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles essayent plein de trucs. Elles essayent de la VSL, elles essayent du webinaire, elles essayent du challenge, elles essayent de mettre des trucs payants par-ci, par-là. En fait, ça devient vite hyper complexe, tu vois. Et souvent, c'est des trucs qui sont très simples, qui fonctionnent. C'est des messages qui sont clairs, c'est des offres qui sont claires, c'est un système de délivrabilité qui est simple, qui est efficace. Et c'est l'un des premiers trucs que tu avais mis en place, c'est tout remettre à plat. Et aussi, je trouve que ce qui était bien dans ton approche, c'est une approche qui est très calquée sur des chiffres, tu vois. Parce que souvent, j'ai remarqué que les entrepreneurs prennent beaucoup de décisions sur des choses qui sont très émotionnelles. Par exemple, ils vont faire une semaine, ils vont avoir l'impression qu'elle était pas ouf, mais factuellement, ta semaine, elle était bonne si tu compares par rapport à d'autres semaines. Ou vice-versa, ils vont avoir l'impression d'avoir fait une super semaine alors que pas du tout. Et le fait de pouvoir avoir en fait un historique sur plusieurs chiffres, sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, et de pouvoir comparer quel est ton coût d'acquisition, combien ça te coûte un prospect, combien ça te coûte un show-up, tous ces éléments-là, ça te permet de comprendre où est le problème dans ton business. Parce qu'en vrai, quand tu regardes un business, c'est que des maths. Tu as plusieurs cases et tu regardes où est-ce que c'est rouge, où est-ce que c'est vert, tu comprends d'où vient le problème et là tu peux ajuster. Et souvent, des personnes qui sont entrepreneurs savent à peu près ce qu'il faut faire, mais elles ont la tête dans le guidon. Elles ont la tête dans le guidon, et c'est ce que j'aime bien souvent dire, c'est comme dans un match de boxe. Le boxeur en fait pendant le combat il sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Enfin, si tu devais lui demander de débriefer son combat à la fin du round, il serait incapable de le faire. C'est pour ça qu'il a un coach, et c'est pour ça qu'à la fin du combat il revisionne la vidéo du combat et son coach lui dit tu vois là t'aurais plutôt dû faire comme ça, etc. Et je pense que je trouve que c'est un peu ce que t'apportes quand t'arrives dans un business, c'est que tu vas apporter cette vision externe où la personne, ça fait depuis 6 mois, 1 an, 3 ans qu'elle a la tête dans le guidon, qu'elle essaye plein de trucs et qu'elle sait à peu près ce qu'il faut faire, mais vu qu'elle c'est son business, elle a une perception qui est complètement différente. Et toi, tu arrives avec un avis qui est complètement détaché d'émotion, dans la mesure où tu te dis pas ouais, c'est mon bébé, c'est mon business, machin, etc. Tu vois factuellement les chiffres et tu arrives à identifier où est-ce que ça va pas. Et donc, sans trop rentrer dans le détail de la stratégie, etc., il y a pas mal de trucs qui ont été mis en place. Et en fait, elle faisait plusieurs mois à peu près à 1 000 euros de chiffre d'affaires. Au moment non, c'était un peu plus quand même. Ouais, le dernier mois, au moment où tu as commencé à bosser avec elle, c'était 1 000 euros de chiffre d'affaires. Mais elle avait déjà pour donner un peu de contexte. Son plus gros mois, elle avait fait un très gros mois. Je crois qu'elle avait un record à 15 000, et on va dire qu'il y avait une moyenne à 5 000 euros par mois, mais c'était en dents de scie, et voilà, avec des mois où c'était très galère. Exactement. Mais je me souviens qu'au moment où tu as commencé à bosser avec elle, son dernier mois, c'était 1 000 euros. Tu vois, j'ai plus ça en tête. Ouais, je me souviens très bien des chiffres. On a fait un x40 alors. Et c'est ça, en fait, en 45 jours, c'est ça. Hein. En 45 jours, elle passe de 0 à 40 000 euros de chiffre d'affaires. Un témoignage de dingue, c'est un des plus beaux témoignages que j'ai vu en plus, franchement, parce que c'est un truc qui venait du cœur. Et en fait, elle a divorcé. Je crois 60 jours après le début de l'accompagnement. Elle a divorcé avec son mari parce que, en fait, elle avait enfin cette liberté qu'elle pouvait avoir, et ça lui a permis de. Ouais, c'est fou. Ils étaient plus alignés, genre sur les objectifs de vie. C'est incroyable. Elle nous a appelé en mode. Ouais, j'ai divorcé. Faut que je vous dise un truc. Je viens de divorcer. Et changement de vie incroyable. Mais je me souviens parce qu'elle nous avait raconté des trucs où tu vois,
Dès qu'elle avait commencé à faire des beaux mois, elle était un peu transformée. Tu vois, elle disait que ça y est, je me sens à ma place. Et c'est un peu, tu vois, la posture de chef d'entreprise. Parce que c'est une femme qui ça faisait longtemps qu'elle était indépendante, qui elle fonctionnait, tu vois. Et puis elle avait un super produit aussi. Je pense que c'est important de le notifier. Ouais. C'est aussi ce qui fait la différence. Et tu vois, d'atteindre un peu cet objectif qu'elle s'était fixé, elle a remis un peu, tu vois, toute sa vie en question. Et du coup, visiblement, elle n'était plus du tout alignée avec son mari. Et donc elle a divorcé. C'est une dinguerie. Et non, il y a beaucoup de changements de vie comme ça. Et elle, c'était l'un des plus beaux parce que, en fait, tu sens que ça a vraiment impacté dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, si vous étiez pas là, j'aurais jamais pu en fait avoir de l'argent pour la caution de l'appartement, pour aménager un nouvel appart, pour les frais de ceci, les frais de cela, etc. Donc c'est beau aussi de voir l'impact qu'il peut y avoir derrière l'humain, parce que c'est souvent dans le B2B, c'est de l'entreprise à l'entreprise. Mais après, il y a toujours des humains derrière, et des projets, et des choses qui évoluent, et des choses qui changent. Donc ça, c'est magnifique. Du coup, on va parler un petit peu d'acquisition. Est-ce qu'on se fait un petit cas concret? Je pense la plupart des personnes aujourd'hui, enfin en tout cas toi ton avatar, c'est plutôt des personnes qui ont une expertise à vendre, souvent de manière digitale. Donc ça peut être de l'accompagnement, de la formation en ligne. Du coup, de l'accompagnement en ligne, coaching, ce qu'on voit beaucoup. Souvent, je trouve que tu as plusieurs écoles, tu as un peu une pyramide en fait. Tu as le mec qui se lance et qui vont à l'heure. Ouais. Donc, je pense, vas-y, si tu veux dire un peu, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui déjà se lance et vend? Parce que en vrai, ça dépend du profil, tu vois. Ça dépend de ce que tu as aussi comme ressources à disposition, tu vois. Nous, il y a des gens à qui on va commencer à bosser qui sont déjà visibles, qui ont déjà une audience. Là, en vrai, tout ce que tu vas faire, c'est convertir cette audience en prospect ou en client. Tu as des gens qui vont commencer, qui n'ont pas d'audience. Donc d'abord, il va falloir créer de l'audience, construire une base mail ou développer un compte Instagram. C'est quoi, je te fais un cas concret. Vas-y. Tu me dis un peu ce que tu en penses. Disons que, moi, je me lance, j'ai envie d'aider des personnes en dev perso. J'ai envie d'aider des gens qui n'ont pas confiance en eux. Voilà, full en dev perso, parce que moi j'avais pas confiance en moi avant et maintenant j'ai confiance en moi parce que j'ai développé une méthode en 4 étapes. J'ai pas d'audience, j'ai pas forcément de social proof, j'ai pas forcément de base email, etc. Bon, j'ai une petite audience, 500-600 abonnés. Je t'appelle, qu'est-ce que tu me conseillerais peut-être de faire? De passer de 0 à 1. De 0 à 1? Non, de commencer, parce que là tu me parles d'un cas. Pour remettre aussi un peu de contexte, moi avec Neptune, on accompagne plus des infopreneurs qui ont déjà une offre validée. On va dire que tu fais entre 5 et 15 000 euros. C'est vraiment pas du tout pareil quand tu démarres que quand tu veux aller changer de palier, on va dire. Prenons cet exemple-là, je fais entre 5 et 15 000 euros, j'ai une offre beaucoup d'organique. Ouais. Je vais te donner, vas-y, un cas. Tu sais quoi, même je te donne un call de prospect que j'ai fait cette semaine. Ouais, vas-y. Je sais pas si ce seront des clients, peut-être qu'on pourra en parler, tu vois. Mais t'as un couple qui arrive, qui sont très visibles sur les réseaux sociaux. Le mec, il a 100 000 abonnés et la meuf, elle a 500 000 abonnés. Ils sont genre digital nomades et ils vendent des e-books. Donc c'est stratégie low ticket, ça vend des produits à 29 euros. Et comme ils ont beaucoup d'audience, eux, toutes les ventes, elles se font par le contenu. Donc dès qu'ils font c'est très simple, tu as une vitrine sur Instagram, tu fais du contenu lifestyle, les gens qui sont intéressés vont cliquer sur le lien en bio, tu te trouves sur un e-book. Donc le funnel, il est ultra basique. Full organique. Et tu vends des e-books. Donc je sais pas exactement, je crois qu'ils font à peu près 10 000 euros par mois. Mais ils sont entourés d'autres infopreneurs à Bali qui font beaucoup plus d'argent, qui font du high ticket et du coup qui ont envie de faire un petit virage et d'apporter aussi plus de transformation. C'est aussi ça souvent qu'on entend sur du low ticket ou sur des petites formations, les gens ils vont pas aller au bout. Quand tu vends de la formation et de l'accompagnement, ce que tu essaies de faire, c'est quand même une transformation chez ton client. Donc plus tu as une grande transformation, plus tu vas pouvoir facturer cher. Plus la transformation est petite et moins les gens vont s'impliquer, moins tu vas payer cher. Et donc là, déjà, il faut se repositionner, entre guillemets, tu vas revoir un petit peu ton offre et ton positionnement. Aller faire un x10 avec le même produit, objectivement, c'est compliqué. Tu vois, à moins de mettre beaucoup d'ads, mais quand tu fais de l'ads sur des petits produits, quand tu fais de l'ads, c'est mieux d'avoir pas mal de marge. Tu vois, si tu veux scaler, dès que tu vas augmenter tes budgets, tes coûts d'acquisition publicitaire vont augmenter. Donc, si tu as 20 euros de marge sur un produit, c'est pas suffisant. Donc déjà, c'est de faire un nouveau produit. Donc là, l'idée, c'est de faire un produit transformationnel. Eux, ils ont une compétence qui est, on est digital nomade, on est libre de notre temps, on vend des produits numériques.
Donc notre revenu n'est pas corrélé au temps qu'on y passe. Par contre, il est corrélé au contenu qu'on va poster. Et donc ça, c'est un goal que énormément de personnes ont qui sont sur les réseaux. C'est pas pour rien qu'ils sont suivis par énormément de personnes. Et donc l'idée, c'est de faire un produit qui va être un produit d'accompagnement, donc soit une formation, soit un coaching, mais que tu vas vendre soit plusieurs centaines d'euros, soit plusieurs milliers d'euros. Et là, tu vas pas convertir avec un post et un clic en bio, tu vas convertir avec une vidéo de vente, genre une VSL ou une petite formation ou un live ou un web event, enfin un format un petit peu plus long. Moi, j'essaie de favoriser à mort les formats live parce que en ligne, tu dois casser la barrière de je te connais pas, c'est une arnaque, c'est pas possible. Et donc, quand tu passes 1h30 ou 1 heure en live avec quelqu'un, t'as de quoi aller passer des arguments et convaincre. Ok. Et donc là, potentiellement, la stratégie, c'est ça, c'est refaire un nouveau produit, changer de fenêtre d'acquisition. Au lieu de rediriger vers un lien en bio où tu te débrouilles sur un bon de commande, c'est rediriger vers un funnel où tu vas capturer du mail pour proposer une vidéo, une conférence. Là maintenant tu as du mail avec lequel tu peux communiquer aussi. Tu travailles, donc là tu as une acquisition, ton modèle de conversion c'est ta conférence ou ta VSL, tu fais un beau script, un truc bien léché, bien copyrighté avec un peu de storytelling, idéalement de la preuve sociale pour montrer que tu es capable d'apporter du résultat. Et derrière, si ton produit en plus il est scalable, donc soit c'est de la formation, soit c'est de l'accompagnement, mais que tu aies 10 ou 20 nouveaux clients par mois, toi tu consacreras pas plus de temps. J'ai n'importe quoi, tu as un rendez-vous par semaine pour faire du coaching ou 2, qu'il y ait 10 personnes dans le live ou 20, pour toi c'est pareil. Et à partir de ce moment-là, là tu peux, tu vois, si tu veux passer, tu veux un produit à 1 000 €, il faut que tu en vendes 10, tu vois, sur une audience de 600 000 personnes. Je pense que c'est relativement facile, tu vois. Okay. Et après, tu mets de l'ads, tu fais grossir des funnels et tu vends un petit peu comme ça. Donc tu refonds l'offre et le positionnement, tu changes un peu le modèle d'acquisition avec un truc un petit peu plus complet. Tu as un modèle de conversion qui est soit du live, soit une VSL enregistrée. Et un produit scalable, et là tu as un peu ce qu'il faut pour aller chercher des plus gros résultats. Et dès que tu as des prospects comme ça qui te contactent, ils ont une certaine stratégie qui est selon toi à revoir. Quels sont les chiffres que tu as déjà en tête? Combien tu imagines aller chercher avec eux, avec ces clients en termes de chiffre d'affaires? Franchement, alors ça c'est toujours des trucs. En fait, moi ce que je vais essayer de valider, alors là c'est différent parce que tu n'as pas besoin de faire d'acquisition, donc tu n'as pas entre guillemets de coût par lead. Ton coût par lead il va être potentiellement à 0 tu vois, si tu communiques juste sur ton audience. Donc nous après, par exemple sur un modèle de conférence, ce qu'on va regarder c'est combien ça te coûte un lead, combien tu as de présence, de pourcentage de présence. Donc si tu as 100 inscrits sur une conférence, on va prendre simple, et que tu as 40 personnes dans la salle, tu fais 40% de présence. Du coup ça te donne aussi un coût par présent, tu vois, en fonction de ton coût par lead. Et à la fin de ta conférence, combien de personnes vont transformer, donc soit prendre un appel, soit acheter en direct. Et une fois que tu as ces chiffres-là et que tu t'en fais plusieurs, histoire d'avoir un truc un petit peu lissé, tu peux savoir que si tu as 100 personnes dans la salle, tu vas faire 5 ventes, par exemple. Donc si tu vends à 1 000 €, tu sais que si tu as 100 personnes dans la salle, tu vas faire 5 000. Si tu as 200, tu vas faire 10 000. C'est ce côté mathématique dont je parlais tout à l'heure, tu vois. Okay. Où par exemple, si tout est aligné et qu'à la fin, il y a 100 personnes et que tu fais 0 vente, c'est que en fait tu arrives à cibler à peu près d'où vient le problème. Potentiellement c'est le pitch, potentiellement c'est l'offre. Alors là si tu as 0 vente c'est compliqué parce que tu as peu d'analyse, mais en fait c'est ça. Bon après tu peux voir en fait quand le live, je trouve que c'est un excellent moyen, genre la conférence, parce que les gens posent des questions, parce que les gens vont émettre leurs objections, et donc toi tu peux assez facilement optimiser ton discours, de te dire n'importe quoi, tu fais une première conférence, tu te rends compte que ton contenu il est pas du tout bien orienté par rapport au problème de ta cible. Dans les questions, tu vois, elles ont rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Bon tu changes ton contenu pour répondre aux questions de ton audience, tu vois. Ouais. Mais pour ces prospects-là, j'imagine que tu penses aller chercher un x10 ah oui, minimum. Franchement, honnêtement, ouais. Oui, quand tu as un mec où tu sais, c'est ça qui est beau aussi, c'est le fait que tu arrives à appuyer sur le bon bouton en fait. Et tu sais que le truc, comme tu disais souvent, il y a un terreau fertile. Et en fait le mec, et c'est dingue aussi parce que t'as des personnes qui ont tout ce qu'il faut, ils ont une audience qui est qualifiée, un avatar qui est qualifié, ils ont une vraie expertise, et en fait ils sont juste à 1 centimètre de un funnel de changer de vie. Exactement, à un funnel de changer de vie. Tu sais, j'ai vraiment cette image du mec qui creuse qui creuse et qui a ça de trouver les diamants là où les et puis t'en as qui met le dernier coup de pelle. Et puis t'en as qui creusent à côté pendant longtemps quoi, en se disant non c'est ça qui fonctionne, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller faire un x10 juste en se repositionnant, en ayant un autre produit ou un autre modèle de conversion. Donc après tu sais jamais combien tu vas faire, mais là de par les chiffres, moi je me dis oui, si j'arrive à faire venir 1000 personnes dans une salle et qu'on a un bon discours, le produit, ils ont l'air compétents,
il n'y a pas de raison que tu vendes pas, quoi. Donc, donc après, c'est un jeu de nombres, faire venir plus de monde dans la salle. Ok. Et souvent, ce que tu fais, de ce que je remarque dans tes pratiques, et tu en as parlé là sur le podcast, c'est ce repositionnement-là, le fait de se nicher, c'est un truc qui est important, je pense. Enfin, pourquoi dans la niche. Bah, tu vois, en plus, on en parlait hier soir. Je pense que c'est ça. Plus t'es niché, en fait, plus t'es niché, plus ton message, généralement, il va résonner avec ton audience, tu vois. Okay. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de clients, enfin, ta promesse, je pense que c'est assez facile de comprendre. Je dis n'importe quoi, les clients avec qui on bosse, qui sont dans l'immobilier, à la base, eux, leur promesse du produit, c'était on t'aide à investir dans l'immobilier. Donc c'est très généraliste, t'as des milliers d'acteurs, enfin t'as des dizaines, voire des centaines d'acteurs sur le marché qui font ça. C'est un océan rouge en plus. Donc c'est un océan. Alors moi j'adore les marchés saturés, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, je préfère largement ça. Mais par contre, sur un marché saturé, c'est de se repositionner, retravailler ton positionnement et ton offre pour que en fait, tu sois plus une commodité sur le marché. Et non, tu veux investir dans l'immobilier, il y a moi, il y a Maxime, il y a Quentin qui propose ça. Mais que tu deviennes une référence. Et c'est ça. Et donc, devenir une référence sur un truc très généraliste, soit tu es premier sur le marché, soit tu arrives à avoir vraiment une acquisition qui est très très puissante. Tu as une forte personnalité. Souvent, c'est un peu le nécessaire. Tu vois, Russell Brunson, il parle de charismatic leader. Tu vois, c'est un peu un élément pas indispensable, mais qui va faire une grande différence, tu vois, dans ton marketing. Et donc et d'arriver vers je t'aide à investir dans l'immobilier, je t'aide à générer X euros de cash flow en utilisant cette stratégie spécifique, sans expérience de départ partout en France avec tel budget. Je sais pas, si moi je suis dans la cible et que j'ai ce budget là et que je veux pas investir dans l'immobilier parce que j'ai peur, parce que je vais devoir faire un effort d'épargne ou je vais pas gagner beaucoup d'argent, il a répondu en fait à mes problématiques, il a répondu à mon besoin et c'est nouveau. Et donc tu vois, on en parlait hier avec un modèle qui est de plus en plus présent sur du closing, c'est de faire du closing au lieu d'avoir justement une VSL ou des slides, un document Word, tu vois, ou un Google Doc tout basique. Et en fait ça fonctionne parce que c'est nouveau. Donc les gens ont l'impression que c'est un nouveau moyen. Tu dis la même chose que ce que tu as eu sur des slides, mais en ce moment ça cartonne parce que c'est un truc qui est nouveau. Et les gens cherchent de la nouveauté. Google au lieu de faire passer des slides, tu vas dérouler un Google Doc, tu vois. Et en fait, tu as un truc, tu vois, que l'humain, il veut jamais, il va pas vouloir retester quelque chose qu'il a testé et pour lequel il n'a pas eu de résultat. Donc par exemple, tu vois, on parle d'immobilier, tu as acheté une formation, ça s'appelle Investir dans l'immobilier, toi tu es rentré dans la formation, vas-y, t'as pas trouvé c'était pas assez précis, ou même toi-même, peut-être c'était très bien mais t'es pas passé à l'action, du coup tu vas dire que ce truc-là il marche pas, donc tu n'achèteras jamais un produit qui aura la même promesse. Parce que tu vas partir du principe, non, ça j'ai essayé. À condition ça marche pas. À condition que tu vois pas à condition qu'on t'explique pas pourquoi c'est différent. Oui, non, bien sûr, dans ce sens-là. Et surtout à condition que tu t'estimes que c'est pas ta faute, quoi. Enfin, ça va être souvent comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'infopreneurs, ils vont commencer des discours avec si t'as pas eu les résultats, c'est normal. Il faut rassurer les gens, il faut dire c'est parce que c'était pas le bon discours, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne stratégie. Et donc voilà. Ok, super intéressant. Et juste, je reviens sur la niche. Après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi des services que tu proposes. Sur la niche, par exemple, si moi je suis coach sportif, c'est une bonne idée pour moi de me nicher et de dire, pour que ce soit clair pour tout le monde aussi, tu vois, donner un exemple. Je suis coach sportif pour des hommes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont en activité dans des bureaux et qui ont pris du poids depuis qu'ils sont sédentaires. Ouais. Moi, j'ai un bête de positionnement pour un coach sportif. Vas-y. C'est je te mets en forme de ouf pour tes photos de mariage. Ok. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà vu dans la perte de poids, où par exemple, justement, tu vas demander aux gens un peu c'est quoi les raisons, j'ai n'importe quoi, toi t'es coach sportif, t'as quelqu'un au téléphone qui arrive, tu commences à lui pitcher ton offre, et tu vas essayer de découvrir, en plus toi c'est ton métier, la raison profonde pour laquelle il est au téléphone avec toi. Et donc les gens ils vont te dire, moi je veux perdre du poids, pourquoi ? Parce que je me sens pas bien dans mon corps, pourquoi ? Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait dans 9 mois il y a le mariage, et qu'elle veut être belle sur les photos de mariage, et donc la raison c'est ça. Et donc au lieu de te dire, moi je vais t'aider à perdre du poids, si t'arrives en mode, moi je vais te mettre en forme pour ton mariage. Là il faudrait un petit peu rebrander, je viens d'avoir l'idée un petit peu comme ça, mais si ta promesse c'est en gros... tu auras des photos de mariage incroyables parce que tu auras un corps de ouf. À mon avis, si tous les gens qui sont
qui veulent perdre du poids et qui sont dans l'année de leur mariage, bah, tu les convertiras beaucoup plus facilement que n'importe qui avec une promesse de perte de poids. Tu vois. Ouais, t'as 10 codes qui vont se lancer demain sur mais en vrai, tu vois, je sais pas si ça existe, je sais pas s'il y en a, mais je suis convaincu que c'est un putain de positionnement. Okay. C'est une douleur énorme, tu vois. T'es dans ton mariage, pour énormément de femmes, c'est le jour le plus important de leur vie. Tu t'adresses à des femmes, pour faire ça, je suis persuadé que tu peux faire un gros... faudrait voir en plus les chiffres, tu vois, essayer de se dire, je sais pas, il y a genre, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Il y a 200 000 mariages par an en France. Si tu arrives à péter 1%, c'est ça. Dans ces 200 000, tu en as 10% qui veulent perdre du poids pour le mariage. À mon avis, c'est plus. Donc, dans ces 10%, sur les 20 000, est-ce que tu peux trouver 1% ou 2% de personnes je vais donner la niche, on pourra faire un test, je vais donner la niche à mon grand frère. Lui, il est coach sportif. Il a une salle de sport aussi. On pourra faire le test. J'ai hâte de voir ça. Ça va être marrant. Comment est-ce qu'on peut faire, Quentin, pour te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? NeptuneDigital.fr. NeptuneDigital.fr. L'agence des coachs, formateurs, infopreneurs en 2024. Nickel, on mettra le lien dans la description. On mettra aussi ton Instagram. Ouais, Quentin.sies. Nickel. Et c'est quoi les services que j'ai envie de bosser avec toi, on a envie de bosser ensemble. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu sens trop rentrer dans le détail parce que c'est toujours en vrai, moi j'essaie de me positionner comme un partenaire, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai essayé de bosser avec toi, pas comme un associé, mais presque. Okay. Donc après, ça va dépendre de ton besoin, mais grossièrement, moi ce que je fais, c'est que j'aide des infopreneurs, comme je te disais, qui ont déjà une offre validée à scaler. Scaler, on va retravailler sur 4 piliers principaux dont on a parlé tout à l'heure: ton positionnement et ton offre, ton acquisition, ta conversion et la délivrabilité de ton produit pour qu'il soit le plus scalable possible. Et on fait du coaching, on fait de la presta. Selon où t'en es, selon si tu veux tout déléguer, si tu veux être autonome, l'idée c'est de t'aider à créer un écosystème digital complet qui te permet d'aller chercher plus de 20 000 euros par mois et jusqu'à plus de 200 000 euros par mois. Ok, magnifique. Je donne le mot-clé maintenant, sinon peut-être que je vais oublier de le faire. Le mot-clé sur cet épisode, ce sera agence de marketing digital. Je pense que c'est un beau mot-clé qui résume bien ce podcast. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, carrément. On a eu un épisode avec beaucoup de valeur. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé cet échange. Merci beaucoup, Quentin. C'est la deuxième fois que tu viens sur le studio. Et comme on dit, jamais 203. Et je pense que la troisième, elle se fera à Dubaï direct quand tu reviens. En tout cas, merci beaucoup pour la valeur. Merci aussi, Maxime, pour les questions. Merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus tard. Yes, merci les gars.